j'appelle les intervenants de la table ronde suivante, table ronde numéro 2, du labo à la start-up. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors, ils sont nombreux, ils vont se présenter eux-mêmes, et je vais les appeler Sylvain Karpf, Sylvain Julien, Églantine Rollet, Olivier Coupier, Anne-Sophie Sautens, Jordi Razzi, je vais mal le prononcer, donc je vais dire Jordi, David-Alexandre Caron, je ne vais pas me prendre les pieds dans le tapis tout seul, Bruno Axeton et Jean-Denis Vallès en 2 plateaux. Merci à vous deux. N'oubliez pas de récupérer un micro avant de monter sur scène, n'oubliez pas de garder le micro sur le menton comme moi et de ne pas pointer le micro vers les retours, sinon ça fera l'arsène. Vous avez 6 sièges et 30 minutes. Merci à vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Je pense qu'on a 45 minutes en tout. Non ? Alors peut-être 45 minutes. 40. Je négocie en direct. Allez-y, la scène est à vous. Merci à vous. Bien, bonjour à toutes et tous, merci. Donc une table ronde pour présenter un sujet assez intéressant, c'est l'écosystème pour toutes les personnes dans la salle qui pourraient avoir un projet de création d'entreprise, que vous soyez étudiant, doctorant, chercheur. Sachez que vous avez un écosystème qui est vraiment là pour vous aider, qui est maintenant très bien organisé, tout le monde se connaît. Donc quel que soit le stade de votre projet, très en amont, très en aval, quels que soient vos besoins d'accompagnement, vous trouverez dans l'écosystème des structures pour vous aider. Allez parler de votre projet et vous serez toujours redirigé vers la bonne structure. Donc ici, on va vous... Alors on ne peut pas vous présenter tout l'écosystème, c'est beaucoup trop vaste. On avait pensé faire un slide avec l'ensemble des structures, mais ça devient vite ingérable. Donc on a extrait quelques structures qui vont vous expliquer comment elles aident à faire émerger des projets de start-up deep tech. Donc tout ça autour de 2 témoignages. Et on va commencer par le premier témoignage avec Sylvain Julien d'EasyVec. Bonjour Sylvain. Et puis quelques structures qui ont accompagné le projet, qui vont nous raconter un peu comment s'est passé l'accompagnement. Donc Sylvain, vous, un parcours, je vais dire tu, parce que c'est vrai que... Entre Sylvain, on peut... Oui, on sait, entre ouais. Sylvain, c'est assez rare d'ailleurs. Donc bonjour Sylvain, bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Et donc un parcours classique, je dirais, de doctorat, thèse, et puis je dirais intermittent de la recherche, si je peux présenter ça comme ça, à la fois en France et à l'étranger. Oui, pas tout à fait classique, puisque j'ai la particularité d'avoir travaillé avant de reprendre mes études à l'université, ici même, dans l'université de Lille. Donc je suis très content d'être parmi vous, parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et j'ai fait ma thèse en fait en formation continue. Donc déjà, devenir docteur était un rebond professionnel. Donc ça, c'est peut-être important pour ce qui a suivi. Puis en effet, doctorant de Lille, postdoc King's College à Londres pendant plus de 6 ans, et de retour en France en 2011, intermittent entre guillemets de la recherche, de contrat en contrat, et malheureusement, j'ai envie de dire un petit peu la situation présentant les challenges qu'elle présente. On a beau être volontaire, performant, on n'a pas toujours l'opportunité que l'on souhaite de devenir chercheur. Et c'était mon cas. Chercheur permanent. Chercheur permanent, tout à fait. Et c'est arrivé un moment, vers 2013-2014, où je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de ce parcours et de cette qualité de chercheur et de profil de chercheur que j'avais développé. Et j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, dans les témoignages précédents, il y a beaucoup de points communs entre les chercheurs et les entrepreneurs, finalement. J'ai fait un bilan de compétences à un moment donné, merci l'INSERM, pour identifier qu'un nombre de métacompétences qui étaient de la recherche de financement, du networking, du management, de la communication, étaient des choses qu'on développait en étant chercheur. Et quand il a fallu imaginer une autre carrière, une autre voie de carrière, l'entrepreneuriat s'est trouvé comme un choix raisonné, finalement, et de se dire une petite prise de risque, en effet, de se dire, tiens, on va se lancer. Et donc ça, c'était 2013, 2014. Et donc, quel est le parcours ensuite vers qui on va se tourner comme ça quand on a une idée, quand on est chercheur et qu'on a... Donc là, dans le domaine de la santé, spécifiquement. Tout à fait. Et il m'a fallu 2 choses. Il m'a fallu identifier l'écosystème. Et ça, je l'avais commencé à le faire par moi-même. Et puis, il me fallait une idée. Il me fallait une matière à travailler. Il me fallait une découverte. Alors, je ne suis pas l'inventeur de la technologie qu'on exploite. J'ai croisé l'inventeur un peu par hasard. C'était un collègue de recherche. Et je suis le client zéro. Je suis celui qui a testé et qui s'est aperçu que au lieu de travailler pendant 3 mois et demi sans résultat, j'aurais pu utiliser directement cette technologie pour tout faire en 11 jours.
Donc voilà, il y avait un delta de x7 entre le temps que j'avais mis moi pour rien et puis le temps qu'avait fallu pour avoir tous les éléments. Alors nous, on fait du génie génétique à façon, je ne vais pas aller dans les détails, mais aujourd'hui, on fait des choses en génie génétique avec cette technologie qu'on est les seuls au monde à faire. Donc on a un marché mondial, évidemment, et avec beaucoup de clients différents. Mais voilà, j'ai eu la chance de croiser la technologie et peut-être une des qualités de l'entrepreneur, quand on a de la chance, il en faut. La chance n'est pas une qualité, mais savoir la reconnaître et savoir la transformer, ça, c'est des qualités intéressantes. Donc voilà, j'ai eu ce déclic peut-être et on s'est lancé dans cette aventure-là et j'ai contacté les gens que j'avais identifiés à l'époque. On est en 2013, fin 2013, et donc c'était la SatNor qui venait d'être créée, si je me souviens bien. Et Eurasanté aussi, qui à l'époque organisait des jours pour entreprendre à destination des chercheurs. Et donc j'avais participé à ces ateliers. D'accord, donc ça a donné un accompagnement qu'on va expliquer juste après, hein, avec le point de vue justement de la SAT et d'Eurasanté. Et ensuite, création d'entreprise en quelle année? Premier financement? Oui, alors on va parler peut-être des 2 premiers cycles de vie. Il y a eu un premier cycle de vie qui était une maturation, qui était avant même de créer l'entreprise, où là, avec les accompagnements qu'on a pu solliciter et d'autres, dont on va peut-être parler, on s'est lancé un petit peu dans tout ce que je vais appeler la phase de dérisquage du projet. Savoir est-ce que la techno était exploitable, est-ce qu'elle était brevetable, savoir est-ce qu'il y avait un marché, est-ce qu'on pouvait faire un business model qui allait tenir la route, se former nous-mêmes, puisque tous les cofondateurs, les 3 cofondateurs étions des scientifiques, donc qui allaient faire quoi? Donc moi j'ai pris la casquette business développement. Et donc trouver les conseils et partenaires juridiques, financiers, un comptable, un avocat, etc. Travailler main dans la main avec l'université, puisqu'il y a eu en effet une déclaration d'invention, puis un brevet, et donc il y avait une technologie qui appartient à l'université au CNRS. Et donc on a sollicité l'université pour être hébergé à l'université. Donc une fois qu'on allait être créé, donc voilà, il a fallu négocier toutes ces choses-là. Et faire des preuves de concept et ainsi de suite, et voir que tous les voyants s'allumaient au vert progressivement pour se dire, au moment où on allait être en position de créer l'entreprise, on avait déjà fait tout un travail qu'on n'avait plus besoin de faire en fait. L'entreprise, on l'a créée en 2016, donc cette phase de maturation a duré quasiment 3 ans, et on s'est lancé dans un deuxième cycle de vie qui a été un petit peu l'amorçage, avec un hébergement donc à l'université, j'en ai parlé, avec une négociation d'une licence sur le brevet qui avait été déposé, et puis avec finalement un dispositif super qu'on a en France qui s'appelle l'ACRE. Alors les 2 des cofondateurs, moi-même et mon associé Karine Morel, qui est aujourd'hui toujours directrice des opérations SIVEC, on s'est retrouvés dans l'état d'être au chômage tout simplement, et on a un dispositif en France qui s'appelle l'ACRE qui permet de convertir son chômage soit en capital, soit en salaire pour créer son entreprise. Donc nous, on s'est dit, on a 1 an de ce financement-là. On se lance, on verra bien dans 1 an. Au pire, on aura fait un bout de chemin, et c'est un bout de chemin qui sera valorisable dans nos profils. Et puis 1 an après, on avait une 12aine de clients, 2 salariés. On a continué. Ok, on va parler un peu d'accompagnement. Vous avez parlé aussi, tu as parlé aussi de l'aspect financier, on parlera avec Odéfi, mais c'est important de souligner ce que tu dis sur l'ACRE, que beaucoup de porteurs effectivement sont à Pôle emploi avec ces dispositifs-là pour permettre de lancer. On dit souvent que c'est le premier business angel de France, souvent. C'est pas forcément faux. Ça a certainement contribué à faire notre première année, et puis en effet, on s'est dit, ok, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va bien falloir qu'on se paye quand même, donc on commence à faire l'ingénierie financement. Donc j'entendais la question, tout à l'heure, on cherche beaucoup de financement avant de chercher des clients, alors il faut arriver à faire les 2. Faut convaincre les financiers qu'il y a des clients en leur montrant qu'ils sont là et qu'il vont y en avoir de plus en plus. Il faut arriver à panacher les 2. Et en effet, on a la chance aussi d'avoir dans cet écosystème beaucoup de relais financiers. Donc Odéfi qui est là. Ensuite, je crois, Odéfi, on est en 2017. 2017, oui. 2017, donc 1 an après la création. Il y a un autre acteur de l'écosystème qui est Réseau Entreprendre, qui marche un peu sur un même système, un système équivalent de prêt d'honneur, et donc on les a sollicités en 2018, 1 an après. On a beaucoup travaillé le phasage. Il y a beaucoup d'intervenants. On croit au début qu'il y a beaucoup de redondance. En fait, non. Il y a des circuits. Il faut bien identifier les circuits. Il faut y aller séquentiellement avec les bonnes personnes à chaque étape. Et ça demande vraiment de discuter avec les gens, de les apprendre à les connaître, de voir ce qu'ils attendent, voir comment nous, on peut trouver des solutions et de faire les choses avec des plans assez bien établis finalement.
On reviendra, parce que je pense que tu as une petite actualité à nous annoncer, à nous commenter, mais on reviendra peut-être à la fin sur où en est EasyVec actuellement. Églantine, donc responsable de la business unit santé de la SAT actuellement. Tout à fait. Et à l'époque, donc déjà à la SAT comme chef de projet dans le domaine de la santé, donc c'est toi notamment qui as accompagné EasyVec. Est-ce que tu peux nous, pour les gens qui ne connaisseraient pas, nous représenter déjà ce que c'est la SAT et ce qu'elle propose aux chercheurs? Oui, évidemment, Sylvain. Donc la SAT, c'est quoi? C'est une société d'accélération de transfert de technologie. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On détecte des inventions dans des laboratoires de recherche académique. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les chercheurs? Donc on les accompagne dans un process de transfert de technologie, dans l'objectif de transformer leurs inventions dans les solutions et les produits de demain. Donc au-delà de les accompagner dans ce process, dans cette aventure qui parfois se concrétise avec une aventure entrepreneuriale, parce que le transfert de technologie se fait vers le transfert dans le monde économique, que ce soit des sociétés existantes ou très souvent via la création de start-up deep tech comme la société EasyVec. Et au-delà de l'accompagnement, nous avons une capacité d'investissement et nous avons cette possibilité d'investir dans des projets de maturation, comme Sylvain l'a mentionné tout à l'heure, avec deux grands objectifs. Tout d'abord, de consolider la propriété intellectuelle via le dépôt d'actifs, tels que le brevet par exemple, et aussi d'investir dans des projets de maturation technologique. En fait, on dérisque le projet pour le rendre plus mature, pour qu'il soit plus accessible au moment de la création de start-up, par exemple, pour que la start-up, au moment de sa création, puisse partir déjà avec un bon bagage technologique. Alors, on va parler un peu du cas, comment s'est passé l'accompagnement d'EasyVec. Juste avant une question, tu disais la SAT, maturation technologique vers un objectif de licensing, soit vers des sociétés existantes, soit vers des start-up. Est-ce qu'on a une idée du ratio, alors soit sur la business unit santé, soit sur l'ensemble de la SAT, à peu près comment ça se passe? Je sais qu'il y a des SAT qui sont par exemple dédiés 100% start-up sur la SAT Nord. Quels sont à peu près les ratios? Alors effectivement, nous ne sommes pas une SAT à 100% start-up. De façon générale, la moitié de nos transferts de technologie se concrétise avec une création de start-up deep tech. Pour l'avenir, nous souhaitons augmenter ce ratio à hauteur de 60-70%. Et nous mettons en œuvre une nouvelle offre aussi pour les chercheurs, qui est un programme d'accompagnement à la création de start-up, qui nous permet d'être là, force de conseil, et aussi d'être le connecteur avec tout cet écosystème qui peut être parfois complexe pour un chercheur. Et donc EasyVec, à mon avis, ça va être une des toutes premières start-up accompagnées, ou peut-être dans la business unit santé. Je ne sais pas si tu te rappelles l'historique, mais je pense que c'est la première. Du coup, comment s'est passé? Si, tout à fait. Comment s'est passé l'accompagnement? Donc plutôt de la maturation technologique, et pour ensuite rebondir sur Eura Santé, comment justement s'est passée la collaboration avec Eura Santé sur ce projet? Alors l'histoire a commencé effectivement très tôt, comme Sylvain nous l'a mentionné tout à l'heure, c'était fin 2013. Sylvain, l'autre. Oui, Sylvain, désolé. Donc Sylvain est venu me voir, on se connaissait déjà par ailleurs. Et il est venu avec Geoffroy, le principal inventeur de la technologie qui est aujourd'hui exploitée par la start-up EasyVec. Et ils m'ont présenté leur invention. À l'époque, j'étais chef de projet donc santé à la SAT Nord. Et ils m'ont tout de suite parlé aussi de leur projet de création de start-up autour de cette invention. Donc nous, cette phase-là, cette discussion de chef de projet avec les chercheurs, c'est la première phase de notre process, c'est la phase de détection. Et ils ont eu la gentillesse de faire confiance à la SAT et d'entrer dans ce process de transfert de technologie et de faire un premier travail qui était de compléter tous ensemble une déclaration d'invention pour justement regarder si l'invention qu'on avait dans les mains pouvait être protégée par un actif de propriété intellectuelle. Et là, clairement, c'était la possibilité de déposer un brevet. Donc cette déclaration d'invention, pour nous, elle est importante parce que c'est aussi un point de départ, dans le sens où on entre dans une phase de prématuration où la SAT peut consolider une équipe projet autour du chercheur. Donc au-delà du chef de projet, il y a 3 personnes qui viennent alimenter l'équipe avec des compétences qui sont différentes. Donc un juriste, tout à l'heure on a parlé de NDA, etc. Donc pour contractualiser différents contrats. Un ingénieur en propriété intellectuelle qui évidemment aura toute cette démarche de vérifier la possibilité de protéger l'invention par un actif.
et un business développeur qui essaiera de positionner dans le futur cette invention qu'on a entre les mains. Dans le cas de Sylvain, dans cette phase de prématuration, que c'était aussi de répondre à cette question, est-ce que la start-up est un bon moyen à la suite du parcours SAT? Est-ce que c'est la bonne stratégie de valorisation? Une fois qu'on avait répondu à ces questions, il y avait encore une question à laquelle il fallait répondre. C'est oui, la création de start-up sera un beau véhicule pour le projet qu'on avait aussi appelé EasyVec à l'époque. La start-up aura beaucoup de potentiel. Néanmoins, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour démarrer d'un point de vue technologique? Et là, on est entré dans une phase de maturation technologique où on a investi sur 18 mois, ce qui a permis de recruter un ingénieur maturation. Vous en avez vu un tout à l'heure qui était Philippe. Et là, on a recruté sur le projet EasyVec donc Karine, qui est aujourd'hui dirigeante aussi avec Sylvain de la structure EasyVec et qui avait en charge donc de finaliser la preuve de concept. On a aussi eu la possibilité d'investir dans la possibilité d'avoir un prestataire pour développer un outil informatique qui est aujourd'hui l'interface B2B ou B2C pour EasyVec. D'accord, donc l'équipe projet de la SAT pour accompagner le projet et le dérisquer, et de l'embauche de personnel spécifique dédié à la maturation technologique pour aider les chercheurs sur la maturation de... Tout à fait. Et pendant cette phase de maturation, même un petit peu avant, comme c'était un projet de création de start-up, il faut noter qu'on a tout de suite eu un partenariat, une complémentarité avec l'incubateur Eurasanté, qui a beaucoup participé au montage du projet d'investissement sur les aspects marchés que pourrait développer par la suite la start-up, et qui a aussi pu permettre le financement de 2 études, une étude de marché et une étude de liberté d'exploitation. Okay, donc la transition est parfaite. Olivier, donc responsable incubation, accélération actuellement à la SAT. Eurasanté. À Eurasanté. Et donc arrivé à Eurasanté, en fait, pendant la phase de projet, plus particulièrement, je pense, sur des aspects accompagnement financier. Est-ce que tu peux, pareil, nous expliquer un peu pour les gens qui ne connaîtraient pas ce que fait globalement Eurasanté, plus spécifiquement sur le domaine de l'accompagnement de start-up, et puis comment s'est passé l'accompagnement d'EasyVec, qui est une belle histoire? Oui, tout à fait, Sylvain. Alors du coup, Eurasanté, on est l'agence de développement économique en santé et en Hauts-de-France. On accompagne les porteurs de projets, les entreprises, dans l'ensemble de leurs projets d'innovation. Notre mission, c'est de créer de la valeur et de l'emploi sur l'ensemble du territoire, tout en améliorant la prévention et le soin. On est une équipe d'un peu plus de 100 personnes aujourd'hui chez Eurasanté, et on a 4 grandes missions. La première, c'est d'accompagner les entreprises de toute taille dans leurs projets d'innovation, que ce soit sur la partie financière, marché, recrutement, etc. La deuxième, c'est l'animation de parcs d'activités, notamment le parc Eurasanté sur le campus hospitalo-universitaire du CHU de Lille. La troisième mission, on est producteur d'événements également à destination des startups early stage, vraiment en phase d'amorçage et de série A, dans les domaines que l'on couvre, notamment BioFit sur la biotech, MedFit sur la medtech et la santé numérique, AgingFit sur la silver economy, et enfin Nutreven sur la nutrition, qu'on l'on produit en commun avec d'autres pôles de compétitivité au niveau national, que ce soit Eurobiomed, France BioValley à Strasbourg, ou Medicalps à Grenoble. Et enfin, on accompagne les projets, les entrepreneurs, les startups au sein de 3 incubateurs. Le premier, c'est l'incubateur Euralimentaire sur la partie food. Le deuxième, c'est l'incubateur Eurasenior sur la partie bien vieillir et silver economy. Et enfin, sur la partie santé plus spécifiquement, et c'est dont on parle aujourd'hui, avec le bioincubateur et le bioaccélérateur, où on va accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs depuis vraiment l'idée ou le laboratoire de recherche, en lien avec les autres acteurs de l'écosystème comme la SAT-Nord ou l'Université de Lille, jusqu'à la deuxième levée de fonds, la levée de fonds de série A, qui, pour donner un peu une ordre d'idée, c'est on se retrouve avec des startups qui ont entre 20 et 30 personnes en leur sein à ce moment-là. Et donc on va les accompagner à travers 3 programmes. Un premier programme qui n'existait pas à l'époque de Sylvain et d'EasyVec, c'est un programme BioStart, qui est un programme de 4 mois pour dérisquer le projet en mode 360. L'idée, c'est de se dire que si le projet ne doit pas réussir, autant qu'il échoue au bout de 4 mois qu'au bout de 4 ans, une fois que l'ensemble de l'écosystème a mis du gaz, de l'argent dessus et que le porteur de projet s'est épuisé.
Et enfin, 2 programmes d'accompagnement individuel, le programme de bioincubation jusqu'à la première levée de fonds qu'on appelle levée de fonds d'amorçage ou levée de fonds de seed, avec un chargé d'affaires dédié qui accompagne une dizaine de projets, qui est spécialisé sur une thématique. On a des chargés d'affaires plutôt spécialisés biotech, d'autres plutôt medtech, d'autres plutôt santé numérique, qui sont nos 3 grands secteurs d'activité aujourd'hui. Et on va les accompagner sur l'ensemble de leurs problématiques, notamment business, que ce soit la réalisation d'études de marché, la réalisation de leur levée de fonds, leur recrutement, à un stade parfois très amont, puisqu'on accompagne les porteurs de projets, les scientifiques aussi sur la recherche de cofondateurs, puisque souvent les porteurs sont soit des chercheurs qui ont envie de continuer d'être chercheurs en parallèle de leur création de leur entreprise, soit des professionnels de santé, comme des médecins du CHU de Lille, qui souhaitent également continuer leur pratique médicale. Et enfin, le programme de bioaccélération, cette fois, de la levée de fonds d'amorçage jusqu'à la levée de fonds de série A, avec cette fois des problématiques plus poussées de business development en France et à l'international, de market access sur des aspects réglementaires, cliniques, etc., pour les amener jusqu'à cette levée de fonds de série A. Oui, donc je pense que 2014, la structuration n'était pas, les programmes n'étaient pas autant structurés. Je ne sais pas si Sylvain a un retour là-dessus, mais je pense que Non, vous avez bien grandi vous aussi. Oui, en fait, en 2014, on accompagnait à peu près 30 startups, 30 entrepreneurs. Aujourd'hui, on est à plus de 100. Donc, on a essayé de structurer les choses, d'industrialiser aussi l'accompagnement de startups. Et juste une question de ta connaissance du projet EasyVex. Est-ce qu'un outil actuel aurait pu être vraiment utile? Est-ce qu'un des outils d'accompagnement aurait pu être particulièrement utile? En fait, que Sylvain peut répondre aussi. Non, mais en fait, je pense qu'il y a de la structuration parce qu'en effet, il y a de la scalabilité qui s'est mise en place. Mais la plupart des missions ou des choses dont on a parlé ont été réalisées. Ça se faisait peut-être de façon un peu plus artisanale et en direct à mon époque. Mais ça donne presque envie de recommencer finalement. N'hésite pas. Hein. Ok. Merci beaucoup. Donc on va passer à Anne-Sophie, plutôt un volet financier. Là, on a parlé de maturation technologique, on a parlé d'accompagnement à la levée de fonds, business plan, business model, etc. Le nerf de la guerre, ça reste quand même le financement. On verra tout à l'heure qu'il y a plein. Dans l'autre projet, on parlera aussi de financement pour les personnes en incubation. Ici, au défi, donc Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait au défi? Qu'est-ce que vous avez fait particulièrement dans le cadre d'EasyVec? Et je voulais dire qu'au défi, c'est un des acteurs qui fait du financement comme ça aux porteurs de projets. Il y en a d'autres, comme je disais, tu as cité Réseau Entreprendre. Ici, on montre qu'un petit extrait forcément de l'ensemble des acteurs. Merci Sylvain. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, juste pour rebondir, on ne fait pas que du financement, c'est important de le dire. Justement, voilà. On est aussi sur une phase d'accompagnement. Ça. Exactement. Donc au défi, effectivement, c'est une structure d'accompagnement et de financement des entreprises innovantes avec une particularité, c'est qu'on intervient sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner, parce que tout à l'heure, il y avait des témoignages, dont Athénaïs qui était présente, et elle est devenue lauréate il y a peu de temps sur Compiègne. Donc je tenais vraiment à le dire. Donc au défi, en quelques mots, c'est 35 entreprises financées par an. Ça représente environ 2 millions d'euros prêtés. Et ce qui représente 55 personnes physiques. Vous comprendrez après pourquoi je parle de personnes physiques. Donc cet accompagnement, il se fait en 2 temps. Il y a d'abord un accompagnement amont, donc fait par un chargé d'affaires dédié, des rencontres avec des experts, qu'ils soient financiers, métiers, commerciaux. Le but de cet accompagnement en amont, il est vraiment de préparer finalement nos candidats pour passer devant le comité d'agrément. Ce comité, il est composé d'une 15aine de personnes, des chefs d'entreprise, des personnes dédiées à l'innovation, mais aussi des financeurs. Et c'est donc vraiment ce comité d'agrément finalement qui va valider le projet qui est présenté par ses créateurs et valider toute cette phase amont. Ensuite, vous avez un accompagnement qui est aval. Alors celui-là, il est un petit peu différent puisqu'il est fait par un chef d'entreprise expérimenté. C'est-à-dire qu'on va vraiment, avec le porteur et donc le lauréat, puisqu'il est maintenant lauréat, essayer de trouver un profil qui peut lui correspondre, qui peut lui amener des choses. Alors c'est pas du tout quelqu'un dans le domaine d'activité, au contraire. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui a un œil neuf. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu des fonctions managériales. On parle souvent de la relation avec le client, le marché, c'est aussi éveillé.
surtout pour des profils comme ça, c'est éveiller nos candidats en fait à faire du business. Donc c'est vraiment pour nous une vraie valeur. Plus sur du mentorat, là, coaching, mentorat. Complètement. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a un taux de pérennité de nos entreprises à 5 ans qui a plus de 80%. Et moi, je suis vraiment intimement convaincue que c'est aussi cet accompagnement qui permet ça. Ça évite des erreurs, ça fait gagner du temps. C'est un partage d'expérience, c'est une vraie soupape d'air frais. Voilà, donc ça a vraiment une vraie valeur. Ensuite, bah oui, il y a le financement, hein, parce qu'on sait bien qu'ils viennent quand même nous voir d'abord pour le financement. Donc ce financement, il est assez singulier puisque c'est un prêt d'honneur en fait à la personne physique. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui va être prêté au candidat. Le but, c'est vraiment de consolider son assise financière avec 3 caractéristiques fortes. Un effet levier. Donc c'est de permettre vraiment à ces jeunes créateurs qui ont forcément, pour certains, pas beaucoup de moyens, de faire un effet multiplicateur de 2, 3, 4, voire 5 quand ils vont ensuite chercher des financements. C'est aussi l'effet non dilutif. Comme c'est un prêt d'honneur, on ne prend pas de part au capital. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et enfin, eh bien, le gage de crédibilité, puisqu'il y a toute finalement ce dossier qui est passé dans notre moulinette, les experts, le comité d'agrément, les formations avec les ODFI Days. Bon, voilà. Donc c'est vraiment cet outil qui est très important. J'ai pas parlé du montant. Montant moyen de 55 000 € en moyenne. Pour l'équipe. Voilà, pour l'équipe. Donc, qui peut être fait après sur 2 ou 3 têtes, s'ils sont plusieurs. Et aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un pré-pépite qui peut monter jusqu'à 100 000 €. Voilà. Et ce pré-pépite, il est plutôt, alors pas sur un degré d'innovation, mais plutôt sur l'ambition du projet, le potentiel du marché. C'est important, c'est quelque chose que l'on regarde. Et c'est surtout de se dire, tiens, ce projet-là, il a besoin d'avoir un coup de pouce supplémentaire. Il faut aller vite. Donc, on va lui prêter un peu plus. Et ce qui permet, par exemple, dans certains cas, d'aller décaisser une subvention, enfin un solde d'iLab ou des choses comme ça. Enfin voilà, ça a un vrai effet levier, encore une fois, pour aller chercher d'autres financements. Et donc le prêt d'honneur, les personnes physiques qui le touchent, le mettent soit en capital, soit en compte soit courant. En capital, c'est ça, soit en compte courant, tout pour à faire fait. effet levier Voilà. ensuite sur une Il levée est de fonds. ensuite remboursable en 5 ans avec une franchise de 1 année. Donc la première année, pas de remboursement, ce qui fait une vraie soupape aussi. C'est plus tranquille. 2, d'avoir des premières tractions commerciales et ensuite de partir sur 4 ans de remboursement. Ouais. Ok. Sylvain, est-ce que tu as fini de rembourser au défi? Ouais. Le mois dernier, je crois. Il y a 2 mois. Et j'allais rebondir justement sur la question comment ça s'est passé. Bon, plutôt bien, parce que Sylvain et Karine ont remboursé tous les deux, donc ça c'est bien. Bravo. C'est la grande majorité de nos lauréats, donc c'est bien. Par rapport à cette relation, peut-être 2 choses. Sur la temporalité, c'est important. C'est vrai que ici on est sur cette table ronde de la Deep Tech. On sait que c'est un accès au marché qui est plus long. Donc nous, on intervient normalement au moment de l'amorçage commercial, c'est-à-dire la mise sur le marché du produit ou du service. On sait bien que dans ces projets-là, c'est pas possible, donc on est un peu souple quand même. Alors, en revanche, ce que je ne vais pas financer, c'est le démarrage d'un prototypage. Voilà, ça c'est vraiment pas notre objet. On intervient très tôt, même dans ces projets-là, en même temps que BPI, mais on a quand même besoin d'une traction. On a besoin, par exemple, que tout le volet juridique soit réglé. S'il y a une licence, comme Sylvain en parlait, une licence d'exploitation à gérer, on va attendre qu'elle soit signée. Donc voilà, donc on a vraiment ce côté-là. Donc c'est une phase qui a duré pour EasyVec l'instruction d'une dizaine de mois, là où dans les autres projets d'innovation, on est plutôt sur 4-5 mois d'instruction. Voilà. Et deuxième point, je voulais aussi parler de l'accompagnement, enfin refaire un petit point là-dessus, c'est que donc ils étaient 2, enfin 2 fondateurs, donc 2 bénéficiaires du prêt. Alors avec Sylvain qui a une certaine appétence commerciale quand même, Karine un peu moins. Et ce qui était important, c'était de leur trouver donc un accompagnateur, encore une fois, qui n'était pas du tout de leur domaine d'activité et qui les a vraiment accompagnés sur cette posture de dirigeant. Je vais faire mon petit message sur l'imposture de certains dirigeants à diriger une entreprise. Karine l'avait peut-être un petit peu plus que toi, Sylvain. Mais donc, il y a tout ce travail. Finalement, il n'y a pas d'école pour être dirigeant d'entreprise. C'est le vécu, c'est les expériences. Et cet accompagnement que ODFI fait, mais que font nos amis de Réseau Entreprendre, il a une vraie valeur par rapport à ça. C'est qu'on vient amener finalement autre chose que la dimension technique, académique. On vient vraiment apporter l'ouverture vers le monde économique. Et
ça, c'est voilà, pour eux, je pense que c'est vraiment important à ce moment-là. Ok, on va finir avec Sylvain. Du coup, Oui, peut-être un retour. Et puis, qu'est-ce que ça a donné tout ça au final? Si je peux commenter, en fait, on a en effet un exemple ici, il y en a d'autres de structures dont c'est non seulement le travail, mais j'ai envie de dire la mission de nous aider. Et moi, comme d'autres, c'est la première fois qu'on crée une entreprise. Et donc, il ne faut surtout pas se priver d'user et d'abuser de cet écosystème, parce que de toute façon, il ne demande que ça. C'est un plaisir réciproque. Et donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? En effet, on était très très bien accompagnés tout au long de cette histoire. Cette histoire se termine, enfin c'est terminé malheureusement il y a 2 mois. Heureusement, il y a 2 mois, puisque voilà, une troisième cycle de vie a été notre rencontre avec un marché un peu plus soutenu, et puis finalement décrocher un projet de collaboration avec une autre entreprise française beaucoup plus grande que nous, 10 fois plus grande que nous, qui était basée à Strasbourg, qui s'appelle Polyplus Transfection, qui est également une spin-off universitaire de 20 ans, donc de 15 ans notre aîné. Et ils nous ont demandé de travailler sur un projet en thérapie génique, puisqu'ils sont leaders mondiaux de certains réactifs dans ce domaine. Et on a dit banco, on y va. Et ils ont été tellement contents des résultats qu'au bout de 6 mois, ils ont dit on n'attend pas, on vous rachète tout de suite. Donc ils ont fait une offre de rachat, on a négocié tout ça en 8 mois. Et depuis le mois de janvier dernier, on est officiellement en fait une filiale de Polyplus Transfection, avec un retour non seulement génial pour tous les gens qui nous ont aidés au départ. Nos tout premiers investisseurs font des retours sur investissement avec des multiples de 2 chiffres, ce qui est quand même phénoménal. Et les fondateurs, on est à 3 chiffres, je ne vous en parle même pas. Et surtout, notre bilan, il est cristallisé. Moi, j'ai un super bilan, je suis super content. J'ai créé 15 emplois, ils sont tous pérennisés. J'ai ramené 3 docteurs dans mon entreprise, dont 2 qui étaient à l'étranger, un au Canada et l'autre en Belgique. Et ça, c'est génial quand on est un ancien chercheur. Je crois qu'on a, à travers nos collaborateurs, aidé à faire 2 mariages ou Pax, à l'achat de 3 maisons, et on a eu 2 bébés. Et ça, c'est un bilan, c'est formidable pour moi, parce qu'en effet, c'est une aventure humaine, et puis c'est fini, on ne me l'enlèvera plus. C'est fait, c'est validé, et ça va continuer. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard. Je pense qu'on va passer à la deuxième. Je pense qu'on va passer à la deuxième table ronde, à moins qu'il y ait des questions, mais on pourra peut-être prendre les questions à la fin. Je reste au déjeuner. De toute façon, les gens sont là. Donc deuxième table ronde, enfin deuxième partie de la table ronde, c'est avec un exemple complètement différent. Et Jordi. Voilà, donc on va essayer d'être synthétique. Donc un exemple complètement différent. Ici, on a parlé de chercheurs. Là, on va venir beaucoup plus tôt. Jordi, première idée, une idée de création d'entreprise alors que tu étais étudiant en licence 3. Et donc assez peu banal. Comment, quand on est en étudiant en licence 3, on arrive à créer une entreprise qui valorise en plus un brevet université, CNRS et autres. Est-ce que tu peux nous raconter ça brièvement? Oui, merci Sylvain pour la question. Donc effectivement, j'ai commencé en licence. L'envie de créer une entreprise a commencé en licence. C'est grâce à ma formation à l'Université de Lille. J'ai eu l'occasion de rencontrer des professeurs formidables. Je vais citer 2 qui sont exceptionnels. Madame Muriel Bigan, Monsieur Franck Duménil, qui m'ont vraiment aidé. Donc c'était des investissements à la fois moraux aussi, que nous, on a pu acquérir. On est 2 fondateurs de la société BKB, qu'on a créée d'abord dans l'objectif de solutionner des problèmes environnementaux. Et en licence 3, donc, on a commencé à d'abord participer à des formations qui a été dirigée par le Hubhouse. Donc après, il y avait Pépite qui nous a aussi accompagnés pour obtenir le statut étudiant-entrepreneur. Donc grâce à ça, on a pu avoir cette envie de créer, et grâce aussi à nos professeurs derrière, au fait, on était toujours immergés dans la créativité, dans nos formations en chimie à l'Université de Lille. Donc effectivement, ça nous a incité à créer la société en janvier 2020. Et du coup, la société est basée sur une technologie brevetée. Comment justement on découvre ces technologies quand on est étudiant? Juste en discutant avec ces enseignants-chercheurs? Donc au départ, nous on était intéressés par les syntons. Donc les syntons, des molécules à fort potentiel technologique.
dans le domaine de la chimie. Actuellement, ils sont pétrosourcés, donc on peut trouver ça dans le domaine de la cosmétique. Donc, il y a des professeurs qui ont déjà travaillé sur ces sujets-là. Donc, on m'a aiguillé par l'intermédiaire de l'incubateur. Créinov m'a aiguillé notamment vers les professeurs, notamment Franck Duménil. On a aussi pu obtenir notamment des prêts pour le fonds FRI, pour, par exemple, essayer d'avancer un peu plus, de comprendre un peu plus les technologies qui sont présentes. Et effectivement, tous ces échanges-là nous ont permis de voir un peu plus clair sur les technologies présentes à l'université. Et derrière, nous, de notre côté, on avait cette motivation de mettre en place, de travailler, de créer. On n'a pas hésité, au fait, à enclencher, à activer tous les dispositifs nécessaires, notamment avec BPI France, la bourse French Tech Émergence, la bourse French Tech Tremplin, D'accord. et maintenant French Tech Seed. Voilà. D'accord, donc beaucoup. De toute façon, Jean-Denis parlera un peu de l'ensemble des financements. Donc assez tôt, vous avez eu un accompagnement plutôt dédié étudiants avec le Baous qui maintenant est fusionné avec Pépite, et puis une entrée en incubation à Créinov. Du coup, je vais me tourner vers David Alexandre, responsable de l'incubateur Créinov de l'université. Est-ce que tu peux présenter un peu ce que fait Créinov, comment il se positionne dans la chaîne justement par rapport, on a parlé de Pépite, et puis on a parlé de la SAT, et comment se positionne Créinov dans la chaîne, et puis spécifiquement ce qui a été fait pour Becambio, qui a eu plein de noms, comme tous les projets passent par des phases. Je ne me souviens pas de tous les noms, mais bon. Oui, bonjour, merci Sylvain. Donc, je suis le responsable de Créinov. Donc, Créinov, c'est l'incubateur de l'Université de Lille. On est intégré dans la direction de la valorisation de la recherche. Et on a été créé il y a 20 ans maintenant, un petit peu dans la mouvance de la loi sur l'innovation, loi ALEC dont parlait tout à l'heure Christophe Gaquière, qu'on a d'ailleurs accompagné à l'époque. Donc l'idée, c'était justement de proposer une structure aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs, pour pouvoir les aider dans leurs envies, dans leurs intentions entrepreneuriales, dans un contexte de valorisation de leur recherche. Et donc, bon, l'incubateur s'est pérennisé et a évolué au fil du temps. Donc maintenant, on accompagne toujours ce type de porteur de projet, donc qui est fortement fournisseur de projets Deep Tech. On accompagne aussi des porteurs de projets qui sont extérieurs à l'université, à la condition qu'on puisse soit avoir ou créer un lien avec les ressources de l'université. Et on accompagne évidemment, en tant qu'université, les jeunes diplômés, les étudiants qui auraient des projets entrepreneuriaux innovants. Et c'est dans ce cadre donc qu'on a aidé Jordi et Arnaud, donc son associé, dans l'évolution, dans la maturation du projet BKB Chemicals. Et à savoir que effectivement, pour l'anecdote, j'étais déjà dans le jury au moment où Jordi a demandé à obtenir son statut national d'étudiant entrepreneur. Bon, ça demandait encore un petit peu de maturité à l'époque, et puis ensuite il a intégré l'incubateur. Du coup, c'est à ce moment-là que tu as découvert le projet, ou c'était déjà... Alors, le projet n'était pas celui qu'il était quand il a intégré l'incubateur, mais on avait déjà les fondements de ce qu'allait devenir le projet BKB, qui s'appelait à l'époque... OL2G, je pense. OL2G, ouais, OL2G. Voilà, donc là, un accompagnement, donc on est sur des projets assez longs. Là, on est des étudiants de L3. Ouais. Créinov accompagne aussi des doctorants, Ouais, des fois en première année, dès la première année du doctorat. Donc on est sur des accompagnements qui peuvent durer 2 ans, 3 ans, assez longs. Juste pour préciser, oui, donc on peut accompagner des projets très early stage, et on a une souplesse, contrairement à d'autres incubateurs beaucoup plus gros, on est plus dans l'artisanat, dans l'accompagnement à façon que dans des accompagnements plus standardisés. Et donc, ça nous permet d'accompagner des profils très diversifiés comme ceux que je viens de citer. D'accord, parfait. Et du coup, Jordi, ensuite, une mise en relation avec, là on va parler un peu de phase plus aval, avec Euramaterials. Bruno, responsable incubation, accélération à Euramaterials. Comment s'est passé justement qu'est-ce que tu peux nous présenter un peu? Pareil, ce que fait Euramaterials, les gens connaissent pas forcément. Et dans ce cas particulier, comment se passe l'accompagnement d'une entreprise comme BKB Chemicals? Je vais d'abord dire quelques petits mots sur Euramaterials. Donc Euramaterials est le cluster dédié à la transformation des matériaux.
Donc il est issu de la fusion de 2 pôles de compétitivité. Le premier qui était Uptex, qui était dédié au domaine des textiles innovants, et le second, Matichem, qui était dédié au domaine de la chimie, chimie verte et des matériaux. Donc nous nous positionnons désormais sur la thématique de la transformation des matériaux, c'est-à-dire que nous nous intéressons au projet, à tous les matériaux en fait. Donc les matériaux aussi bien le verre, le plastique, le textile, le carton, le papier, mais aussi à leur dimension en termes d'usage et d'application. La connaissance également dans le domaine, je dirais, de leur impact environnemental et que également sont des sujets que nous traitons. Donc on a une spécificité par rapport, je dirais, aux autres incubateurs, c'est qu'on est à la fois un pôle de compétitivité, donc labellisé, je dirais, par le gouvernement français. Nous avons actuellement à peu près 180 membres adhérents, qui est composé à la fois d'industriels, de grande taille, mais aussi de PME, de laboratoires universitaires et de centres de recherche. Nous avons également la labellisation de parc d'innovation qui nous permet d'héberger des entreprises dans le secteur des matériaux. Nous hébergeons actuellement une dizaine d'entreprises. Et surtout, nous avons également un incubateur accélérateur que nous avons baptisé l'année passée Incubaxel. Donc on a fait un petit jeu de mots sur la thématique. Et qui a accompagné depuis 2020, date de son lancement, à peu près, je dirais aujourd'hui, une vingtaine de projets. On a actuellement une quinzaine en cours d'incubation et on a déjà enregistré deux créations d'entreprises. Et dans le cas particulier de BKB, alors dans le cas de BKB, c'est un petit peu différent puisqu'en fait BKB a adhéré au pôle directement. Donc en 2019, si ma mémoire est bonne, donc c'est sur les conseils de Franck Duménil qui l'a envoyé chez nous. Et nous l'avons accompagné, donc comme dirait notre directeur général, il fait partie de la famille Euramatérials. Donc nous l'avons accompagné sur différents aspects, dans un premier temps sur un accompagnement, je vais dire, que je vais qualifier un petit peu au fil de l'eau. Notamment, dans un premier temps, nous l'avons orienté, informé sur différentes opportunités que représentaient les appels à projets, notamment de BPI, de l'ADEME, auxquels ils ont, je pense, pu répondre. Nous les avons également mis en contact avec certains de nos adhérents, des grands comptes, en l'occurrence, qui peuvent être des clients potentiels pour BKB, en l'occurrence L'Oréal, qui est un gros consommateur d'acide glycolique pour leur fabrication de cosmétiques. Nous avons également rédigé une note de synthèse dans le cadre de leur candidature, dans le cadre d'Odéfi, puisqu'en fait, on a fait une note de synthèse sur la technologie et l'implication de la technologie et son état de l'art, en quelque sorte. Et le dernier point, et le plus important en ce qui concerne peut-être BKB, c'est qu'on leur a permis quelque part d'obtenir un financement de la part du Fonds de revitalisation de Cargill. Nous avons été approchés en tant qu'organisme référent dans le domaine de la chimie par une société de consultants qui est en charge du Fonds de revitalisation de Cargill. Ils nous ont demandé d'identifier des projets et nous avons identifié 3 projets, dont celui de BKB. Et de par la perspective de création d'emplois de BKB, donc ils ont pu obtenir un financement, ils vont pouvoir obtenir un financement de l'ordre de 36 000 €. Donc soit 4 000 € par emploi créé. D'accord, donc ça, vraiment spécifique, accompagnement Euramatérials. Et là, on voit bien la continuité, incubation très, très, très en amont dans le cadre d'un projet comme ça, d'étudiants de L3, qui peut aller jusqu'à ensuite création et accompagnement. Merci. Pour finir avec Jean-Denis, on a parlé de financement. Donc on a vu, Jordi l'a dit, je ne sais pas si tu l'avez dit également, lauréat au défi, comme on a vu le témoignage tout à l'heure. Quand on parle financement, on parle forcément BPI. Jean-Denis, est-ce que tu peux nous... Alors on ne va pas présenter BPI, toutes les actions de BPI, parce que je pense qu'on en aurait pour la journée. Mais peut-être spécifiquement sur le public qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire entreprise deep tech, sortie des labos, qu'est-ce que vous proposez? C'est vrai que BPI France, ce sont beaucoup de métiers, beaucoup de choses, mais c'est avant tout l'innovation et encore plus spécifiquement la deep tech. On a développé 3 principaux produits sur la deep tech et c'est pas simplement un 20 mots, c'est pas juste un beau mot marketing, c'est vraiment quand une entreprise, une start-up est retenue deep tech, c'est qu'il y a eu une expertise interne faite par la direction de la deep tech, c'est parfois même une expertise externe parce qu'on n'a pas même nous parfois en interne toujours l'expertise qui va bien. Donc c'est vraiment quand l'entreprise bénéficie d'une, je détaillerai un petit peu après, mais d'une aide deep tech, c'est vraiment que sa techno derrière est solide, que l'équipe est solide et que le projet va vraiment aller au bout et vaut vraiment la peine.
Ça, c'est les principales choses à retenir. Ensuite, on a 2 produits principaux qui sont vraiment en complément de notre offre innovation classique. Ils sont en même temps, c'est en même temps la même chose, mais en même temps c'est différent. C'est-à-dire que c'est la même chose au sens où c'est de la subvention, de l'aide, mais en même temps on intervient plus vite et plus fort. C'est-à-dire que c'est des montants où on intervient beaucoup plus amont dans la vie de la start-up, en même temps de façon beaucoup plus forte parce que ça va de 90 000 euros quand sur une subvention classique c'est 30 000 jusqu'à même 2 millions d'euros sur parfois des start-up qui ont vraiment des fonds propres assez faibles. Donc les deux noms de produits, c'est la bourse French Tech Émergence, donc pour des entreprises de moins d'1 an. Donc ça finance des frais internes, des frais externes, donc des frais de personnel. Ça peut financer des études de faisabilité, des études de propriété intellectuelle, tout ce type de choses. Et vous avez l'aide au développement deep tech. Donc là, c'est un mix de subventions et un mix d'avances récupérables. Et là, le but, c'est vraiment, ça arrive en général un petit peu après la bourse French Tech Émergence. Le but, c'est vraiment de faire accélérer la start-up dans son projet. Et c'est souvent concomitant, un petit peu avant, mais à souvent un tour de pré-seed pour vraiment dire voilà, BPI France met le paquet en termes de financement et on est là vraiment pour les accompagner. Après, il y a un autre dispositif qui s'appelle les obligations French Tech Seed. Donc qui sont ces entreprises en bénéficient. Il y a un pôle labellisateur en partie chapeauté par Aura Santé qui labellise ces startups et après nous potentiellement on intervient via des obligations convertibles justement encore une fois pour faire bridge, pour faire effet de levier sur une potentielle levée de fonds. Donc tout ça pour dire qu'on intervient vraiment plus tôt pour accélérer ce potentiel parce que le but c'est vraiment de dire à des chercheurs qui auraient vraiment cette petite flamme de dire j'ai envie de monter un projet mais je ne sais pas comment faire parce que au-delà de monter une boîte, c'est un projet d'e-tech, ça peut être compliqué. Donc c'est vraiment de leur dire on est là, on peut vous accompagner. Il y a plein d'acteurs qui accompagnent sur des moyens non financiers. Et nous, on est un des acteurs qui accompagnent sur le moyen financier. Le but, c'est vraiment d'aller vite et d'aller fort pour vraiment les prendre par la main et leur dire on est là pour vous et vous montrer la voie. Donc un point important à signaler, c'est que tous ces produits-là sont dédiés aux entreprises. On a vu... Jordi a parlé par exemple du FRI, du fonds régional d'incubation qui est géré par la région, qui lui permet de financer le porteur de projet pour lui permettre d'avancer dans son projet avant la création. On a vu au défi qui font des prêts d'honneur aux créateurs. Donc là, c'est à la création d'entreprise, puisque c'est pour voir après, c'est pour mettre au capital de l'entreprise. Et là, les outils BPI, notamment Deep Tech, Bourse French Tech Émergence ou autres, s'adressent bien à des entreprises créées. Puisque là, je pense qu'il y a eu une évolution. Il ne reste plus beaucoup d'outils, je pense, à part le FRI, qui s'adresse aux personnes physiques. Là, on parle bien de financement à l'entreprise. Tout à fait, sachant que la Bourse French Tech Émergence est réservée à des entreprises, mais de moins d'1 an. Donc il suffit que l'entreprise ait un jour et on peut l'accompagner. Après, on est opérateur pour les concours IPHD et eLab. IPHD, c'est vraiment pour récompenser des jeunes chercheurs, jeunes doctorants. Ça, on l'a vu juste avant avec le témoignage de 2 lauréats. Et effectivement, on est opérateur de ça. Je crois qu'il y a une quarantaine de lauréats. Et là, pour le coup, nous, ça leur donne aussi accès à ce que nous, BPI France, on regarde sur une bourse French Tech. Et là, pour le coup, on fait sur des personnes physiques dans le cadre justement d'un lauréat qui viendra nous voir, qui sera IPHD. Là, pour le coup, on fait sur une personne physique directement. Effectivement, les aides BPI France sont principalement, à part ce pas de côté sur IPHD, c'est vraiment dédié à des entreprises qui sont déjà créées mais qui peuvent avoir une journée d'existence, on peut intervenir. Ouais, je pense que globalement, on voit souvent de plus en plus une création assez tôt d'entreprises pour pouvoir bénéficier justement des fonds qui sont dédiés à l'entreprise. Merci. Jordi, du coup, pour conclure, au niveau déjà, où est-ce que tu en es actuellement avec ton associé dans BKB? Au niveau financement, on a vu, t'as à peu près on a fait à peu près tout le parcours au défi, les outils BPI, etc. Levée de fonds en cours, quelle est l'actualité de BKB si on devait conclure et quelles sont les perspectives? Oui, tout à fait. Donc BKB actuellement, là, on est en pleine levée de fonds, comme tu l'as dit. Et on lève des fonds parce qu'on a trouvé un sous-traitant, donc un grand groupe de chimie qui est capable au fait, de lancer au fait, notre phase de production et de commercialisation assez rapidement. Donc au fait là on est vraiment focalisé là-dessus et on est en pleine levée de fonds. D'accord, et je rappelle que vous êtes lauréat aussi French Tech Seed, c'est-à-dire que si vous levez des fonds, vous pouvez bénéficier d'obligations convertibles côté BPI comme outil de financement. Effectivement. Et un petit clin d'œil également au défi. On est également prix Pépite au défi. Merci. Ok, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un petit tour. S'il n'y a qu'un message à passer, si vous êtes dans la salle et que vous avez des projets, un projet de création d'entreprise, quel que soit votre niveau, étudiant, doctorant, chercheur,
surtout allez en parler autour de vous. Il y a forcément des gens qui seront là pour vous aider et qui vous guideront vers les bonnes personnes. On a vu que tout est assez quand même phasé et structuré, donc parlez de votre projet. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on prend, je pense qu'on va arrêter là. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions ou on arrête là. Je pense que une question, je ne sais pas s'il y a une question dans la salle ou pas. Je n'ai pas vu de question. Bon, mais je pense qu'on peut rester là. Merci, c'est bon. Merci à vous tous. Merci à vous tous de nous avoir éclairés.